nouvelle table ronde, enfin la suivante. Aujourd'hui, la thématique, ça va être quand la tech booste la vente et renforce la relation client. On va essayer d'avoir une approche un peu holistique avec différents points de vue, que ce soit au niveau information consommateur ou au niveau logiciel de gestion. Et puis, on a aussi une agence qui va venir et qui apportera son point de vue. Pour cette table ronde, aujourd'hui, on a Julien, donc, qui est chef de produit chez Orisha. Julien, donc chez Orisha AgriFood, éditeur européen de solutions dédié à la production, transformation et distribution dans l'agroalimentaire pour les professionnels des vins et des spiritueux, de l'horticulture, de l'agriculture et de la distribution de boissons. Un scope assez large dans l'agroalimentaire. Il est spécialisé dans la relation client à travers une plateforme qui embarque des fonctions de CRM, d'extranet et de e-commerce. Donc on va avoir l'approche plutôt ERP. À côté de Julien, on va avoir Bertrand. Donc Bertrand qui pilote le développement commercial chez SRA, spécialiste des ERP et des solutions de gestion pour l'agroalimentaire et le vin. Et avec lui, on parlera de l'importance du back-office et des intégrations pour parler de la relation client. Bonjour. On a Adrien Tréchaud, qui est fondateur de Dans ma bouteille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dans ma bouteille, qui est la première plateforme d'information consommateur sur la composition des boissons alcoolisées. Et avec lui, on va voir comment la tech peut renforcer la transparence avec le consommateur, qui est aussi un axe qui est pas souvent abordé, mais qui est de plus en plus important. Et Renaud, qui va nous rejoindre après, qui est le créateur de l'agence BeWine, qui est une agence de communication et de marketing, qui connecte directement les acteurs de la filière des vins et des spiritueux avec leurs clients. Et lui, il nous montrera comment l'e-commerce et la data transforment la vente du vin. Alors, j'ai préparé un petit panel de questions, mais peut-être je vais laisser Julien se présenter en quelques mots avant. Et puis ensuite, je commencerai par une première question. Donc Julien Lassolzé, moi je travaille pour le groupe Orisha depuis 12 ans. J'ai commencé comme chef de projet, donc j'étais parmi ceux qui déployaient les solutions, et aujourd'hui je suis passé plus sur la conception du produit. Donc une CRM, et non pas un ERP, on vient plutôt se plugger sur l'ERP, et donc pour essayer d'instruire la relation avec les adhérents ou les clients de nos clients sur des fonctionnalités CRM, extranet ou e-commerce. Donc on essaie d'englober ces trois macro-fonctions dans nos solutions. Bertrand, on va faire le même exercice. Alors, moi, je suis Bertrand Marouzet, donc je m'occupe du développement commercial des solutions de gestion chez SRA. Donc nous, effectivement, on est plus orienté supply chain, back-office, pour employer les termes bien français. On va optimiser la façon de traiter tous les flux à l'intérieur d'une entreprise. Alors, en particulier dans le monde de l'agro et dans le monde du vin, ça va être organiser toute la production, la transformation du vrac en bouteilles, en carton, en palettes qu'on va livrer à l'ensemble de nos clients pour être dans la logique relation client. Merci Bertrand. Et Adrien? Donc moi, bonjour. Je suis Adrien. J'ai créé la plateforme Dans ma bouteille, qui est la première plateforme d'information nutritionnelle dédiée aux boissons alcoolisées. Je suis parti du constat que les boissons alcoolisées échappaient depuis 40 ans à une information nutritionnelle qu'on connaît tous aujourd'hui pour n'importe quel produit qu'on achète, un paquet de chips, une bouteille d'eau, un litre de lait. Et je me suis dit que ce n'était pas normal. Du coup, j'ai voulu changer ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une réglementation européenne qui démarre aujourd'hui, enfin qui démarre sur le Made in 2024, à partir duquel tous les consommateurs auront accès à la composition des vins et vins aromatisés, plus leur valeur calorique, avec cette petite exception, puisqu'il y a toujours une exception en France et en Europe, on va dire, c'est qu'ils ont le droit de porter l'information aux consommateurs de façon numérique. Donc il n'y a pas de tableau nutritionnel derrière une bouteille de Margaux, mais il y a probablement un QR code ou une puce RFID qui digitalise l'information. Et avec vous aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un petit peu ce que ça amène et les changements que ça génère. Voilà, donc moi, dans ma relation, en tout cas, c'est plus avec le consommateur, en fait. Je porte un regard plus sur la relation B2C et l'importance de la transparence et d'une information claire qui circule. Merci en tout cas d'être là. Et en quelques mots pour me présenter, moi je suis Charles Rivaud, je suis cofondateur de Wineries. Donc on développe une solution de gestion pour les domaines viticoles et les producteurs de spiritueux. Et je suis aussi un membre du bureau de la WineTech, donc l'association qui représente l'innovation dans le vin. Alors je vais commencer par une première question, ce sera pour Julien. L'idée ce serait de comprendre un petit peu, de ton point de vue,
comment la technologie a transformé la relation client dans l'agroalimentaire, que ce soit en termes de mobilité, d'instantanéité ou d'unification de la donnée. Donc depuis le début que nous faisons Depuis le début que nous faisons des applications CRM, on essaie de suivre un principe assez simple dans le groupe, c'est que la qualité de la relation client, elle s'appuie énormément sur le fait d'apporter la bonne donnée sur le bon support au bon moment. Et je dirais même ces derniers temps, et de l'apporter, de la partager avec les bons interlocuteurs. Et dans cette maxime-là, les technologies, elles nous aident beaucoup. Historiquement, elles nous aident à apporter de la donnée sur le terrain. On a dit que tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passaient sur le carrelage pour la partie grande surface. Mais pour nous, auprès des filières agricoles, ça se passe aussi beaucoup dans les parcelles. Donc le déconnecter, c'est un premier élément, et la technologie nous a aidés en ce sens-là. Il y a aussi la capacité à l'apporter sur un smartphone. Donc les technologies progressent, on arrive à avoir une plateforme unique qui adresse un grand écran et un petit écran. Il y a les capacités du web à nous fournir de la donnée instantanée. Donc quand on souhaite passer des commandes, avoir un stock et un prix temps réel, ça nous aide aussi. Essayer d'embarquer le plus d'utilisateurs possible au sein d'une plateforme unique. Au début, nous faisions des CRM où il y avait uniquement les personnes, les équipes internes, donc le marketing, les forces commerciales, la logistique qui intervenaient sur notre plateforme. On essaie aussi maintenant de l'adresser à travers nos extranets et nos shops sur ce qu'on appelle les utilisateurs externes, donc les clients de nos clients ou les adhérents de nos clients. Donc ça aussi, partager au sein d'une plateforme unique. La même donnée, c'est faciliter les interactions et donc augmenter la qualité client. Et aujourd'hui, on réfléchit bien sûr à l'IA, donc intégrer ces nouveaux outils pour pouvoir traiter plus rapidement un plus grand volume de données pour avoir une donnée la plus efficace et la plus pertinente possible. C'est là aussi que la technologie nous aide à avoir une CRM la plus pertinente possible par rapport à un milieu agricole qui a quand même une forte particularité par rapport aux autres CRM, c'est que quand on adresse des agriculteurs ou des viticulteurs, on est à la fois, on vend des services, on vend des produits, mais notre CRM permet aussi d'acheter la production des agriculteurs. Donc c'est un double flux qu'on essaie d'adresser dans cette CRM. Donc c'est là aussi où elle a un côté métier qui peut la différencier d'une CRM généraliste. Merci Julien. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la prochaine question pour Bertrand. De ton point de vue, en quoi une bonne gestion d'un ERP CRM améliore la relation client ? Dans toutes ces dimensions, je dirais notre data, c'est la data. L'ERP, c'est la centralisation des données de l'entreprise. Donc tout ce qui va alimenter cet univers, enfin cette base, va permettre de fluidifier les processus, va permettre d'anticiper tout ce qu'il faut faire en amont, donc en réception de récolte. Si on sait qu'il y a eu de la grêle dans telle vigne, on peut se dire que le vin, on va le surveiller d'un peu plus près pour être sûr qu'il est conforme à la qualité. Éventuellement, on va pouvoir en déduire le fait que ce ne sera pas le tout premier vin, mais peut-être le deuxième, et on pourra alimenter des opérations commerciales sur des créneaux grande distribution qu'on n'avait pas forcément envisagé de traiter. Derrière, on va pouvoir suivre cette transformation-là, ce conditionnement, pouvoir enregistrer les commandes, livrer les commandes et pouvoir veiller à la satisfaction des clients qui nous auront fait confiance. Donc, je dirais, tout cet univers-là permet de comprendre, de piloter et de s'améliorer. Merci. Et du coup, Adrien, si on se met d'un point de vue consommateur maintenant, parce que là, on a parlé vraiment d'une relation prestataire-client, de ton point de vue, comment est-ce que la tech transforme une simple bouteille en expérience client et permet de renforcer ce lien-là ? Alors, l'information, en fait, elle est dans le produit, elle est sur le produit, le packaging, et on a vu à un moment qu'il y a eu un moment de flottement entre l'information sur le packaging et l'intégration par les consommateurs. Hein. Je prends souvent l'exemple des Frosties. Hein. Pendant très longtemps, il y avait marqué que le tableau nutritionnel nous prouvait qu'il fallait en donner 3 fois par jour à nos enfants. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui s'est penché sur le sujet, et je sais pas, Yuka, qui vous voulez, toutes les applications que vous utilisez, les démarches individuelles ou d'association, et un jour, il y a quelqu'un qui lit vraiment le tableau et qui vous dit bah non, en fait, c'est pas terrible, il y a beaucoup de sucre, ou alors voilà ce que ça dit, voilà les ingrédients, voilà. Donc
pour moi, l'important, c'est que l'information, elle existe. Hein, avec mes compagnons de table, l'information, on voit qu'elle existe, la data, elle tourne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si elle est stockée quelque part, je fais aussi souvent référence à mon domaine viticole où les infos sont dans des classeurs au-dessus du bureau depuis 30 ans, sous la poussière. Et ben en fait, tant que ces informations elles vivent pas, tant que ces informations elles circulent pas, tant qu'il n'y a pas un flux d'informations, tant qu'elles sont pas aussi réglementées, parce qu'on peut faire dire tout à tout, eh bien il y a pas d'intérêt. Mais par contre, dès qu'on les met en mouvement, dès qu'on les approche du consommateur, dès qu'on imagine ce que pourrait être l'information de demain pour le consommateur, là, il y a énormément de perspectives sur ce qui pourrait être l'information nutritionnelle et l'information consommateur de demain. Et donc la transparence, à mon avis, est un facteur non pas forcément de jugement, mais un facteur d'amélioration pour la production, parce que quand on a un miroir en face qui est le consommateur et qu'on se dit il va avoir accès à tout ce que je fais ou avoir accès à un certain nombre de choses, et ben on réfléchit à 2 fois avant de le mettre. Et quand on est consommateur, on a aussi accès à des informations. Ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, c'est bon, c'est pas bon, mais on peut y avoir accès. Et à ce moment-là, on peut mieux orienter ses choix. Puis il y a peut-être la notion de confiance aussi qui se crée plus entre le producteur et le consommateur final. Ça, c'est le booster. Moi, j'aime cette notion de confiance. Elle est directement liée à la transparence, parce que quand on fait quelque chose et qu'on le dit, finalement, la relation avec le consommateur, qui ne nous connaît pas forcément, hein, eh bien, elle se crée et on y revient. Et je pense qu'en effet, la confiance, transparence, c'est 2 mots qui sont très, très proches. Merci. Et entre-temps, on a Bertrand, du coup, qui nous a rejoint. Renaud, excusez-moi. Renaud qui nous a rejoint et qui est créateur de BeWine, donc qui est une agence de communication et de marketing qui travaille avec les acteurs de la filière vin. Et donc du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu nous montres un petit peu comment l'e-commerce et la data transforment la vente du vin. Je vais commencer par une première question du coup pour toi, pour rester sur la partie consommateur. Quelles attentes consommateurs as-tu observées grâce aux données, que ce soit SEO, fiches produits, e-commerce, de ton prisme en tant que liant entre les producteurs et les consommateurs? Alors, on a pas mal d'évolutions, surtout dans les 15 dernières années. On est passé d'un... Alors, je regarde mon grand-père qui achetait toujours les mêmes bouteilles de vin. Quand on allait chez lui, on était sûr on connaissait sa cave par cœur. À une consommation qui s'est réduite en volume, mais qui s'est un peu diversifiée. Les gens sont peut-être un peu plus connaisseurs, ou en tout cas s'intéressent plus aux produits, à l'histoire, peut-être un petit peu moins à l'appellation, et plus à l'histoire du producteur, du viticulteur, etc. Donc en fait, on a un certain nombre de données qui va les chercher. Donc effectivement, on se retrouve sur des données, effectivement, sur que contient mon vin, mais quelle est son histoire. Il y a vraiment une histoire sur le storytelling, sur avoir des détails dans le vin. Ça a commencé à bouger, de mon point de vue, d'abord sur les clients qu'on a, qui sont plutôt des pure players, donc des vendeurs de vin en ligne qui font que ça, pour pouvoir se distinguer. Alors d'abord en termes de référencement pour Google, mais pour répondre aux attentes des consommateurs. On a beaucoup travaillé il y a 15 ans, dans les premiers où on a vraiment fait un travail de fond là-dessus avec Cavissima, avec un sommelier, pour avoir effectivement toutes les données sur le vin, alors plutôt sur celles de consommation, de cépage, etc., de comment était fait l'élevage et tout, mais aussi les accords mets-vins, les best before, best after et best before, donc le meilleur moment de consommer les vins de garde, etc. Et ces informations sont très importantes, et elles le sont encore aujourd'hui, en termes de data, notamment parce que c'est ces informations qui vont venir nourrir l'IA. Donc on en parlera un peu plus tard, mais effectivement, on a ces éléments-là. Donc on a aussi une autre problématique qui est beaucoup plus récente dans la prise de conscience au niveau des domaines en eux-mêmes, qui est beaucoup de problèmes, le problème sur beaucoup de clients qu'on a, c'est comment je vais renouveler ma clientèle et toucher les plus jeunes, qui ont pas la même approche du vin, pas la même consommation, une consommation d'alcool qui baisse, et comment les aider, les toucher, et aussi les fidéliser, parce qu'on est beaucoup plus sur tester des nouvelles bouteilles, tester des nouveaux domaines, etc. Et après, comment faire de la rétention client vis-à-vis de ça, connaître ces nouveaux clients avec qui on ne communique pas comme avant. Ouais,
Très clair, merci beaucoup. Et du coup, dans cet environnement, on voit bien que la tech joue un rôle prépondérant, que ce soit au niveau de la gestion de sa relation client, des opportunités, ou de créer un lien avec les clients finaux. Julien, de ton point de vue, quels sont les freins que vous rencontrez en termes d'adoption, que ce soit budgétaire, ergonomique, ou la conduite du changement, parce qu'on sait que c'est toujours difficile de déprogrammer des habitudes pour en programmer des nouvelles? Oui, exactement. Enfin, tu l'as cité dans l'ordre. Le premier élément, c'est le coût. Les outils informatiques sont des éléments qui coûtent cher. Qui plus est, quand il s'agit de faire des outils métiers sur des filières qui sont toujours en mouvement, donc il faut toujours s'adapter, suivre les politiques tarifaires, les nouvelles idées des directeurs commerciaux, des coopératives qu'on adresse. Surtout quand on est dans une filière soumise aux aléas, donc maintenir les investissements quand il y a des mauvaises récoltes, c'est pas toujours facile. Ce qui nous sauve peut-être sur la partie CRM, c'est qu'on est sur un outil qui aide à rester compétitif dans des environnements concurrentiels. Donc il y a toujours quand même un fonds d'investissement qui est nécessaire pour accompagner et pour rester d'actualité. Deuxième élément, c'est l'accessibilité au sens large, c'est la facilité à déployer nos applicatifs pour qu'ils se déploient toujours plus vite. Donc on est maintenant dans le cloud, on essaie de faire aussi des efforts sur l'ergonomie. Avant, on était une plateforme qui s'adressait uniquement aux équipes internes, on pouvait accompagner les utilisateurs à travers des formations. Quand on fait de l'extranet ou du e-commerce, il faut que l'application se suffise à elle-même pour que l'utilisateur puisse l'appréhender. Donc il y a un travail d'ergonomie qui est fait aussi. Et après, tu disais la conduite du changement. C'est un élément qui est important. Alors, parfois, on vient en remplacement d'un outil, il y a certains process. Parfois, on vient en remplacement du papier. Le process est très différent. Donc, il faut pouvoir installer l'habitude d'utiliser un smartphone ou un ordinateur entre l'agriculteur et les utilisateurs qu'on adresse en priorité. Voilà, la conduite du changement et accompagner le déploiement de l'applicatif, c'est aussi important de le paralléliser avec vraiment la partie stricte informatique. Et du coup, si on devait synthétiser assez rapidement cet accompagnement à la conduite du changement, comment vous faites chez Orisha? Tout simplement que nos consultants sont capables d'accompagner les chefs de projet avec qui on travaille chez les clients pour les guider à travers de l'accompagnement, des manuels, des bonnes pratiques qu'on imagine être nécessaires pour accompagner le déploiement de nos solutions. Parfois, il y a des cabinets extérieurs qui se joignent à nous pour accompagner ce changement-là. Donc il y a une vraie phase éducative, on va dire. Exactement, oui. Très bien. Et donc Bertrand, pour continuer sur la partie un petit peu technique, en termes d'usage, donc on a parlé de conduite au changement. Dans cette conduite de changement, quelles sont les intégrations ou les fonctionnalités majeures que demandent les clients et qui permettent de vraiment être satisfaits de ces nouveaux outils? Alors, je pense qu'une des difficultés, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur les budgets, parce que moi je pense que quand on parle de chaîne d'embouteillage, de robots de palettisation, etc., ça, y a pas, on est des enfants de cœur sur la dépense. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'argent en tant que tel. C'est la valeur perçue par l'investissement d'informatique qui est toujours difficile à faire passer. Et donc je pense que le grand changement, c'est le changement de culture dans un milieu très rural sur le fait justement que le digital amène de la valeur et n'est plus un poste de charge. Enfin, c'est plus l'outil comptable qui va permettre d'enregistrer ou l'outil qui va permettre d'enregistrer les récoltes, etc., etc. Mais ça doit devenir un outil de performance et d'amélioration de la performance. Alors là, le changement, il est tout juste au début, à mon avis. Et il n'y a plus d'évangélisation. Enfin, je pense que c'est dans l'industrie, c'est banal de parler de RP, de CRM, de supply chain, en fait, etc. Dans le monde agricole, c'est encore en cours. Donc derrière, nous on compte sur ce genre d'événements pour faire passer la bonne parole. Bon, et il y a certains acteurs qui, le monde du vin est quand même va pas très très bien, je veux dire, on va pas dire le contraire. Donc il y a des concentrations, des rapprochements de coop, etc. Et assez souvent, c'est des chocs de culture entre deux entreprises qui se sont combattues. Le mot, je pense qu'il est juste. Et là, il faut devenir un nouveau, plus grand. Ça, pour nous, c'est vraiment le levier principal du changement, de la remise en cause du système d'information vers quelque chose de nouveau qui doit être fédérateur. Donc, quand on est dans cette logique-là je vais faire mon
quart d'heure internationaliste, faisons table rase du passé et construisons un nouveau futur, ben, je dirais, nous, là, on est sur un terreau très fertile et on va pouvoir aller très loin, très vite et très fort dans le déploiement des outils vers les technico-commerciaux, mais vers les gens qui sont aussi dans les entrepôts, vers aussi les agriculteurs qui vont comprendre qu'ils y ont un intérêt parce que leur production va être absorbée, va être vendue et du coup, leur rémunération va s'améliorer. Donc pour moi, c'est vraiment ces leviers-là. C'est un choc culturel d'abord qui doit prendre conscience de la nécessité de rentrer dans l'ère du numérique, pour employer des termes qui datent un peu, mais qui restent d'actualité. Et si on revient vraiment sur le scope fonctionnel, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes fonctionnalités que demandent les clients, notamment on parle de renforcer le lien là? Oui. La grande différence, c'est qu'avant, toutes ces fonctionnalités étaient dans des outils, alors, entre les classeurs des nomenclatures qui sont dans la poussière, mais très souvent des tableaux Excel ou des cahiers, etc. La donnée, elle existe. Je veux dire, nous, on ne révolutionne rien. On veut juste prendre cette donnée, la transformer en numérique et la mettre dans une base la plus complète possible pour qu'elle soit le plus facilement accessible et partageable par le plus grand nombre de gens. C'est quand on connaît son consommateur, on peut discuter avec son distributeur. Quand on maîtrise ce qu'on fournit à son distributeur, ben, on le fidélise. Et derrière, on peut relancer toute cette chaîne de valeur vers le marché final sans faire du storytelling, expliquer tout simplement le soin qu'on met à la satisfaction du consommateur. Ok. Et du coup, si on revient sur la partie consommateur, Adrien, de ton point de vue, quelles sont les données qui sont essentielles justement pour instaurer cette confiance ou cette transparence et nourrir le lien avec le consommateur? Alors les données, elles existent depuis longtemps dans l'agroalimentaire. Hein. Les données basiques existent depuis 40 ans. Donc vous avez la composition, vous avez les allergènes, vous avez les valeurs nutritionnelles, mais aussi la présence de sucre, de gras. Il y a des valeurs qui existent déjà, qu'on a déjà en effet depuis longtemps pour tous les produits. Et c'est ces éléments-là qu'il faut amener. Qu'il faut amener jusqu'au consommateur. L'intérêt ici, c'est que c'est la première fois au monde qu'on a un produit autorisé à les amener en numérique. Et donc finalement, on ne parle pas directement de vente, mais de relations clients digitalisées, puisque là, on a une information qu'on a habituellement sur un packaging, qu'on va avoir à travers un système comme le QR code ou une puce RFID. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plusieurs choses intéressantes. Moi, ça m'arrive très souvent de retourner, je sais pas, un produit cosmétique et je vois rien de ce qui a marqué. Et la crème, je sais même pas de quoi elle est composée, quoi. On n'y voit que dalle. Alors, il paraît qu'il vaut mieux. Eh ben, n'empêche que si cette implication-là, elle était obligatoire, si vous aviez simplement la composition à indiquer, imprimée sur l'étiquette directement, mais aussi un QR code qui permet de scanner parce qu'on a vraiment envie de savoir, là, vous allez pouvoir avoir l'information à la taille de police que vous voulez et même dans la langue que vous voulez. Donc, aujourd'hui, cette obligation réglementaire pour les vins, quand un Portugais scanne une bouteille de vin français pour avoir les données nutritionnelles, les informations se présentent automatiquement en portugais. Donc il y a une accessibilité aussi à la langue. Et un autre point, alors c'est pas le dernier, donc il y en a plein, mais un autre point qu'on peut évoquer aussi avec la digitalisation de cette information consommateur et qui est pour moi un point de vue essentiel parce que souvent le numérique est porteur d'innovation. Le numérique est porteur de changement. Et bon, alors pour la donnée nutritionnelle dans le vin, personne ne le voulait, hein, clairement, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, pas tout le monde s'en fout, mais en tout cas, il y a une culture profonde qui l'a empêché pendant très longtemps. Mais finalement, on se retrouve un petit peu en position de pionnier. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est comment on va plus loin. Quelles sont les informations dont le consommateur pourrait avoir intérêt à avoir accès demain? Je donne un exemple et qui ne sont pas applicables sur le packaging. Hein,
Parce que le packaging, finalement, c'est l'impression, c'est du papier, et par rapport à la supply chain, par rapport à plein de choses, c'est limité. Bon, il y a un exemple sympa, c'est les pâtes italiennes. Sont-elles faites avec du blé italien? L'origine du produit, la digitalisation de l'information consommateur, elle est rendue possible. Mais aujourd'hui, sur un très gros fabricant de pâtes, il passe son temps à dire je ne peux pas le marquer sur le packaging parce que c'est compliqué, il faut que je réimprime, je ne sais pas jamais trop, etc. Mais quand l'information elle est dématérialisée, finalement, le consommateur demain, on pourrait inventer d'autres informations consommateurs et on pourrait aller un peu plus loin dans la transparence sans que ça remette en cause toute la production et toute la supply chain. Du coup, on parle beaucoup de données. Tu voulais rebondir peut-être, Julien? Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Adrien par rapport à la première question que tu m'as posée sur qu'apportent les nouvelles technologies. Mais c'est peut-être aussi les interconnexions entre des plateformes qui n'auraient pas eu vocation peut-être à être interconnectées. On adresse par exemple une solution de e-commerce. On voit peut-être qu'avoir une interconnexion avec une base de données sur les informations nutritionnelles, ça peut avoir du sens. Quand on parle de packaging, quand on est sur du e-commerce, on n'a pas encore le packaging pour avoir cette information. Donc déjà l'associer dans l'acte de choix du produit à acheter, donc c'est aussi les interconnexions entre des outils qui n'ont pas vocation à l'être initialement. C'est d'autant plus important que c'est obligatoire. Puisque c'est obligatoire sur le packaging, l'information est obligatoire sur un site e-commerce avant le bouton vendre. Et donc il faut qu'on structure, il faut qu'on interconnecte pour amener cette information jusqu'au consommateur, quel que soit l'endroit où il va acheter, quoi. Donc on parle beaucoup de données, on sait qu'il y a des énormes volumes. Aujourd'hui, le sujet qui préoccupe un certain nombre d'éditeurs et de consommateurs, c'est tout ce qui est autour de l'IA et du traitement de cette donnée-là. Et donc du coup, Renaud, de ton point de vue, l'IA, la génération, le contenu génératif, les recommandations algorithmiques, est-ce qu'aujourd'hui c'est une menace ou c'est un support pour les distributeurs, les producteurs, donc que ce soit le domaine ou le caviste par exemple? Alors d'abord, je voulais juste rebondir sur un petit point sur l'histoire de l'évangélisation et du financement. Alors effectivement, on a un décalage entre l'attente du consommateur qui a l'habitude d'utiliser un certain nombre d'outils, on va se rejoindre avec l'IA d'ailleurs, et un secteur, notamment, surtout les viticulteurs, presque quelle que soit leur taille, qui va être en décalage par rapport à l'industrie, mais qui va être en décalage sur beaucoup de choses. D'abord sur sa structuration, son organisation interne, en termes de compétences, d'où ils affectent les postes, sur la façon dont ils vont gérer les données. Globalement, il y en a quand même beaucoup qui commencent à avoir des ERP, des CRM, mais ils les exploitent pas correctement. Tu dois en avoir plein dans tes clients qui ne savent pas utiliser ton outil à son plein potentiel, qui ont peur un petit peu de ces choses-là, et aussi qui ont peur du financement. Parce qu'effectivement, le financement du numérique, c'est pas nécessairement des gros financements, simplement c'est des financements qui rendent aucune case. Ils ont pas pensé... Alors, ils ont l'habitude de faire des demandes pour du matériel à France Agrimaire, etc., ou de l'équipement. Ils pensent jamais à Vivea, alors qu'ils sont tous, beaucoup cotisent à Vivea. Ils ont le droit des formations, mais les formations, ils les orientent pas sur ces outils-là, parce qu'ils ont du mal à voir aussi exactement ce qu'ils vont en tirer. Donc, ils sont de mieux en mieux équipés en termes d'outils, mais c'est pas naturel d'utiliser tous ces outils. Il n'y a pas d'outil qui fait tout. Donc nous, on a un gros travail aussi, effectivement, d'interconnexion avec ce qui est développé autour, et de formation, de pédagogie autour de cette utilisation de données. Et comme tout ne peut pas être interconnecté, globalement, c'est là que l'IA peut rentrer en jeu. Alors déjà, même pour eux, pour pouvoir traiter assez facilement ces données, pour pouvoir mettre en place, ça peut être pour du marketing, mais ça peut être aussi pour des opérations commerciales, quand ils vont mettre en place des allocations, pour gérer les allocations clients qui sont assez complexes à gérer. Bien sûr, il y a des outils qui sont dédiés, mais encore une fois, ça fait beaucoup d'outils. De temps en temps, ils ont juste besoin de sortir leurs différents tableaux Excel, de demander quelque chose et de demander le tri avec un ordre à ChatGPT. Et il faut simplement savoir bien le faire. Donc il y a un certain nombre d'outils comme ça qui vont les aider et à produire aussi, à devenir plus autonomes sur leurs réseaux sociaux en sachant correctement utiliser Canva, les outils d'IA, etc. Pour pouvoir être réactif et autonome sur un certain nombre d'outils. Maintenant, pour le fond de ta question, sur l'impact de l'IA pour la recommandation et les cavistes. Alors déjà, je ne pense pas qu'on soit assez proche de la disparition du caviste ou du conseil humain pour le vin.
Il suffit. Alors, il y a des IA, hein, et on y est confronté tous les jours, ne serait-ce que si on a acheté quelques bouteilles sur Amazon, sur Cdiscount, etc., qui ont des algorithmes de suggestion prédictifs, mais qui vont quand même assez limiter la découverte, qui vont exclure un certain nombre de petits vignerons qui pourraient être très intéressants là-dedans. Donc les outils des grosses plateformes de vente généralistes ne sont pas adaptés pour vraiment remplacer un caviste. Puis le caviste, il a accès à ses petites préférences et de temps en temps, son but, c'est de faire sortir de la zone de confort pour les faire découvrir. Donc ça, on n'y est pas encore. Même sur Vivino, autre chose, sur des plateformes qui sont spécialisées, on a quand même des meilleures recommandations, mais on ne remplace pas le caviste. Par contre, ce qui est en train de se passer, et ça, c'est la data qui est importante au niveau marketing, c'est que de nourrir ce travail qui a été fait au départ pour le référencement naturel, c'est lui qui vient nourrir l'IA. Il y a de plus en plus de gens qui vont demander leurs accords mévins. Voilà, je suis en train de préparer ça, j'ai ça dans le frigo, je reçois des amis qui aiment ça, je m'y connais pas assez bien, qu'est-ce que je pourrais leur trouver pour les surprendre? Et là, justement, on va aller chercher autre chose que les grandes lignes. Donc, on va faire cette discussion avec l'IA. Et là-dessus, il y a de plus en plus de volume de recherche qui arrive aussi sur les sites, etc. C'est de se démarquer. Mais pour se démarquer, il faut la nourrir, cette IA. Et pour la nourrir, la première source, c'est Google. Et c'est de ressortir avec un maximum d'informations sur le vin, sur ses propriétés organoleptiques, les accords mévins, mais l'histoire qu'il va y avoir autour, le plus de choses possibles sur effectivement les éléments nutritionnels, allergènes. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est certifié? Il y a tout un certain nombre de recherches là-dessus. Et c'est les données d'aujourd'hui, de demain de l'IA, et il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Donc les sites Internet ne sont pas morts, même si l'impact il peut être déporté. Et donc c'est primordial d'aller fournir un maximum d'informations publiques sur les vins, sur les producteurs, pour pouvoir enclencher tout ça. Et effectivement, c'est là où des solutions comme Dans ma bouteille peuvent venir enrichir des recherches qui seraient un petit peu plus basiques ou standardisées. Mettons, je dis n'importe quoi, on a quelqu'un qui est allergique au sulfite, par exemple. Bon, alors il y a toujours un petit peu de sulfite, mais à plus diabétique aussi. J'ai Ou eu beaucoup voilà. de diabétiques qui m'ont appelé en me disant c'est génial ce que vous faites. Maintenant, je vais pouvoir boire de la bière ou de l'alcool parce qu'ils ne pouvaient pas avant. Hein. Ils étaient obligés d'appeler le producteur pour savoir s'il y avait du sucre dans leur bière ou dans leur alcool. Voilà, c'est des exemples basiques. J'ai aussi les aveugles et malvoyants. C'est marrant parce que du coup, ils ont des outils pour scanner et du coup, quand ils tombent sur le QR code, ça leur dit ce qu'il y a dedans. Et puis avec toute cette donnée aussi, parce qu'en effet, il y a un moment où il y a quelqu'un qui la met, hein, l'IA, elle n'invente pas tout. Je trouve hyper intéressant, et à mon avis, c'est un développement dans le futur, c'est tout ce qui est scores environnementaux. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple une démarche qui s'appelle l'EcoScore, qui est portée par Yuka. L'EcoScore, il vous donne un score de A à D, je crois, ou E, sur l'impact environnemental. Et suivant si vous ouvrez une bouteille de vin qui pèse 1 kg, 3 kg, si vous l'ouvrez à côté du domaine ou au Japon, elle ne va pas avoir le même EcoScore. Vous avez, en fait, on va aussi vers un affichage environnemental. Ça, c'est une certitude. Et forcément, toutes ces données, elles vont servir à ça. Mais ça ne va pas se faire tout seul. L'IA ne va pas inventer les écoscores de demain, quoi. C'est nous qui allons les inventer. Oui. Pardon, du coup, moi, j'avais, avant de passer à la session de questions-réponses, j'avais la même question pour vous quatre, chacun avec votre prisme. Mais si vous aviez une recommandation à faire pour les producteurs ou les distributeurs, afin qu'ils puissent mieux vendre grâce à la tech, quelle serait-elle? Et on va commencer par Julien. Bonne question. Toujours par rapport en s'appuyant sur l'IA. C'était une réponse en s'appuyant sur l'IA. Alors, pour mieux vendre, pas forcément. en partie, mais on peut rester général parce que l'IA, je pense que c'est encore un peu marginal, même si c'est de plus en plus démocratisé. Je pense qu'on peut déjà faire un macro à l'échelle de la tech au global et puis faire un focus sur l'IA si on veut. Non, mais ça va rejoindre, c'est toujours apporter plus d'informations aux consommateurs. Et alors nous, à travers les CRM, on a un rôle à jouer pour que les technico-commerciaux qui vont utiliser nos outils aient toujours plus d'éléments à jour et contextualisés pour informer leurs clients ou le faire directement à travers la solution e-commerce. Donc, et ça, l'IA, elle peut nous aider
à traiter un plus grand nombre de données pour être toujours plus juste et pertinent dans l'information qu'on donne à l'acheteur final. Donc il y a cet élément-là. Et donc voilà, c'est toujours l'instantanéité de la donnée et sa valeur à l'instant T, où je pense que nos outils et l'informatique peuvent aider. Ok, donc ça veut dire mettez bien à jour vos données si vous voulez exploiter au maximum vos outils. Oui, je reprends la phrase, le dada, c'est la data. Pardon, j'ai un peu remixé, mais l'idée était là. Bertrand, du coup. Moi, je dirais principe de base, hein, connais ton marché, connais ton produit. Aujourd'hui, on a des tas d'outils qui permettent d'aller très très loin dans cette connaissance. Et il y a pas de valeur humaine à faire la démarche de connaissance. La démarche humaine, elle est d'analyser d'aller chercher ce qu'on sait, de l'analyser pour en faire une valeur ajoutée. Et c'est ce que je rebondirais un peu sur dans ma bouteille. C'est perçu comme une contrainte. L'obligation de renseigner la nomenclature du vin et tout le détail, alors que fondamentalement, tout le monde mesure la sucrosité, tout le monde mesure l'acidité, tout le monde mesure tous ces critères qualité, les vignerons, ils les connaissent, ils sont obligés de les suivre. Donc, ce qui est fou, pour rejoindre mon évangélisation, c'est pourquoi on n'en fait pas une valeur ajoutée en disant, moi, je maîtrise mon produit. Donc, pour mon marché, voilà, mon savoir-faire, ma valeur, c'est ça. Ça, pour moi, c'est un champ d'exploration. Alors, j'espère pas infini, mais important. Adrien. J'avais envie de parler de naturalité et de liens, de création de liens avec le consommateur. Je vais m'inscrire un peu en faux sur certaines démarches, mais parce que j'en viens et que je suis de la 8e génération sur un domaine viticole, c'est très lourd, il y a un storytelling de fou. Et moi, je vais être un peu provocateur en disant qu'il faut aussi sortir de ça. Et il faut se confronter à ce que la société est aujourd'hui. C'est plus la société de nos grands-pères qui buvaient toujours le même vin. C'est des jeunes, ils consomment plus de vin, ils consomment plus d'alcool. Mais alors, qu'est-ce qui les intéresse en fait? Qu'est-ce qui intéresse nos sociétés? Comment ils vivent? Et hier, j'avais un vieil oncle qui me disait alors comment ça va tes affaires? Je dis écoute, ça va bien. Maintenant, c'est une obligation réglementaire. Il me dit je comprends pas, c'est vraiment de la merde. Ça me fait penser au même oncle qui m'a dit quand j'ai passé le domaine en bio, ça sert à rien, c'est plus facile pour laver la cour où jouent mes enfants d'ailleurs, le glyphosate, tu vois, ils voulaient mettre du glyphosate pour désherber la cour. Ils trouvaient que c'était plus facile que. Donc voilà. Et ça, le monde c'est un tout. Et moi j'ai quand même la sensation que le vieil oncle il change plus facilement et qu'on a plutôt intégré à comprendre ce que les jeunes, ce que nous même. La façon dont on pourrait être aligné sur la façon dont on voudrait consommer et pas constamment se plier à des règles ancestrales, à des 8e générations de machin, de storytelling. Donc moi je suis un peu provocateur, je vous dis en fait la voie que j'ai envie de tracer elle est là. Renouvelons un peu ça et soyons transparents et amenons des informations pertinentes qui soient les mêmes pour tous les acteurs, que ce soit les viticulteurs, que ce soit les agriculteurs autres, même demain les carottes, tout. Ok. Et à toi, Renaud? J'ai adoré ton intervention parce que du coup, je suis 100% d'accord avec toi et évidemment, je pense que tu as complètement tort aussi. Non, je suis complètement d'accord avec toi sur ta façon de concevoir le storytelling comme quelque chose qu'on se traîne depuis des années. Storytelling, c'est pas ça. S'il n'y aurait pas le succès des réseaux sociaux et des influenceurs avec tout le bien ou le mal qu'on peut en penser, s'il n'y avait pas une prépondérance de l'histoire et d'essayer de donner du sens à chaque production, à chaque produit. Donc effectivement, il y a beaucoup d'influenceurs qui donnent du sens à des choses qui n'en ont pas. Mais d'aller chercher un sens plus profond qui là rejoint complètement les valeurs que tu portes. Le storytelling, c'est peut-être aussi, c'est pas véhiculer une histoire vieille de 200 ans. On a beaucoup de clients où les domaines sont récents, ils viennent de partout. Ça va être des copains, des investisseurs, une histoire de famille, un jeune qui se lance dedans, qui a 22 ans et qui reprend un domaine, qui passe tout en bio avec des oliviers et du vin et qui a une super success story autour de ça. C'est son histoire réelle. C'est ça qui intéresse. C'est pas l'histoire du château. Les châteaux, tout le monde s'en fout.
Mais qui est le producteur? Comment est fait le produit? Et comment il est constitué? Quelles sont les valeurs de respect de l'environnement, de respect de l'homme aussi, hein, sur des normes HVE ou autre chose. Même si ce n'est pas les normes qui définissent les choses, mais le storytelling, il est important. Et pour moi, l'axe clé, l'IA est pas une fin en soi, mais une aide. L'IA et les data, c'est qu'on a énormément de data et que c'est difficile à exploiter pour tout le monde, mais encore plus pour quelqu'un qui est aussi le matin dans la vigne, qui doit aussi aller faire des salons, qui doit s'occuper de 10 millions de choses et dont c'est pas le métier. Donc les outils aident et c'est d'aller rassembler et de rendre le plus cohérente possible toutes ces sources de données le plus automatiquement possible pour qu'ils aient clairement une vision juste de qui ils sont, d'où ils en sont, de quels produits. Et tous les produits ne sont pas bons d'ailleurs. Enfin, souvent, on se rend compte quand on va travailler sur l'offre marketing, la gamme, etc. Et c'est les datas qu'ils donnent, que ce soit celle du marché ou d'autres choses. Les offres sont parfois pas cohérentes. Et de temps en temps, les créations d'offres, elles passent par aussi qu'est-ce qui marche en ce moment sur le marché, comment on peut faire évoluer le profil organoleptique d'un vin pour arriver, donc là on travaille aussi avec leurs équipes, etc., pour pouvoir faire des produits qui vont correspondre aux attentes d'aujourd'hui sur les nouvelles gammes. Mais voilà, il y a cette double approche qui est à la fois marché et data, et à la fois humaine et conception. Les gens veulent savoir d'où viennent leurs produits, comment ils sont conçus. C'est le but de ce que tu mets en place. Je réagis? Comment? Je réagis? Tu peux, bien sûr. Ben, oui, non, mais bien sûr, je suis provocateur exprès et évidemment, la réalité est un mélange des deux approches. Mais si je dois continuer sur ma ligne, par exemple, moi j'ai du mal à supporter qu'est-ce que le consommateur attend. Le consommateur, il attend que dalle. Si tu changes ton produit pour plaire à un consommateur, tu es en train de tout changer, tu es en train de changer toute une matrice. Et là, pour moi, c'est la porte ouverte à tous les œnologues et tous les vendeurs de produits en tout genre qui vont te vendre des trucs formidables, comme s'il y avait un mec qui savait exactement ce que le consommateur attend. Donc ça, typiquement, pour moi, si c'est ça, c'est une brique du storytelling qui est un peu, qui pour moi est embêtante. Je ne sais pas si c'est le sujet de la conférence, mais en tout cas, typiquement, tu vois, c'est pour ça que moi je me raccroche à des données réelles, vraies, et surtout qui sont similaires à tous. Le storytelling, pour être bon, il doit être vrai. Il doit être basé sur la réalité. Exactement, donc, mais il ne doit pas être modifié par rapport à une pseudo-réalité qui serait attendue. C'est une modification de l'IAM. Voilà, juste une seconde pour expliquer ça. Tu te rendras compte, enfin, je ne sais pas, parce que toi tu te bases sur son domaine, nous on en a accompagné plus d'une centaine. On a souvent des gammes qui ont été faites pour une occasion, parce qu'ils avaient une gamme en GD, etc. Tu te retrouves avec des choses incohérentes. Et de temps en temps, ils ont dans leur parcelle, sans aller modifier, des possibilités d'aller créer de nouveaux vins qui viennent se placer dans une gamme de prix qu'ils n'exploitent pas et qui marchent parfois très bien avec des super produits. Là, on n'est pas du Coca-Cola. Il faut garder toujours l'essence du terroir et la véracité de ce qui est, mais simplement le mettre en forme. Comme les datas. Si tu peux avoir toutes les datas du monde, si tu ne sais pas les exploiter, tu n'en tireras rien. Merci à vous quatre. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Vous avez des questions? Ouais. Bonjour, merci beaucoup Gilles Baucher. J'ai une question qui s'adresse un peu à vous quatre. Le vin, c'est quand même un produit de terroir, surtout en France, avec des vignerons et des vigneronnes, et vous n'en parlez pas beaucoup. Et justement, moi, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où ça vient, et d'avoir l'histoire non pas du château, mais du châtelain. Et comment ça, vous pouvez le véhiculer dans votre site ou dans vos outils? Merci. Je ne sais pas si je prends la parole avant vous, je vous ai certainement des choses intéressantes, mais c'est justement ce qu'on essaie d'amener. C'est de partir du vrai, effectivement, de ce qui sont réellement et leur parcours, mais d'aller les présenter, et leur méthode de travail, et leur unification, et l'équipe. C'est pareil aussi avec les caves coopératives, qui se débattent pour continuer à exister et pour avoir une âme, parce qu'il y a plusieurs vignerons qui vont travailler ensemble pour faire une gamme, pour tout. Alors, déjà qu'ils ont des processus décisionnels qui sont très longs et affreux, il faut pour pouvoir exister,
il faut qu'il présente. C'est pas juste du prix produit et une appellation. Donc il y a un réel intérêt à remettre l'artisan, si on peut dire ça, c'est l'artisan du vin au centre de l'attention de la communication. Et, alors sur le comment, ça se gère sur l'uniformisation de la communication. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il manque d'uniformisation. Donc il y a un travail qui va se faire sur le site internet, sur l'ensemble des supports de communication, sur ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, mais sur décloisonner le digital du reste aussi, parce qu'il y en a qui vont organiser des concerts au domaine ou dans la cave qu'ils animent, sur lesquels ils vendent, qui vont bien sûr dans les salons traditionnellement, etc. Et il faut que l'ensemble soit cohérent et leur ressemble vraiment. De toute façon, quand les gens vont les rencontrer, on va pas jouer un rôle, ils vont être eux-mêmes, et tant mieux. Et c'est ça qui doit être retranscrit avec un travail qui est cohérent sur l'ensemble de leur communication. Moi, aujourd'hui, je ferai un compte TikTok. C'est incroyable. Moi, je vois mes gamins, ils apprennent tout à travers TikTok. Et je pense que si demain, vous voulez porter une histoire ou quelque chose à raconter, il faut maîtriser ces outils-là. Parce que, et il faut utiliser pas que l'outil, parce qu'une fois qu'on sait se prendre en vidéo, on n'a rien commencé du tout. Il faut savoir diffuser, savoir comment on diffuse, qu'est-ce qu'on paye pas. Mais vous voyez la puissance de ces outils-là, c'est incroyable. Alors peut-être des influenceurs aussi, mais c'est pas... Alors moi, je vais être très cynique. Le vin, il se vend dans les foires du vin, à Carrefour, à Leclerc, etc. Le consommateur, il va là. Est-ce que c'est pour le prix? Est-ce que c'est pour le terroir? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Bonjour. 2 questions, mais les réponses peuvent être très rapides pour recentrer un peu sur le numérique. Déjà, est-ce que les guides, comme dans d'autres domaines d'intervention, les guides, les critiques sont remplacés justement par les TikTokers, les influenceurs, ou est-ce qu'il y a toujours une vraie valeur des guides, etc. Et par ailleurs, pour un peu plus précisément pour Dans ma bouteille, le fait que ce soit une base de données à travers un QR code, est-ce que justement les IA ou les moteurs de recherche ont la possibilité d'aller chercher les informations? Alors, pour la première question sur les guides, je vais répondre très clairement parce que je suis éditeur de guides. J'ai commencé, en fait, personne ne voulait publier ces données nutritionnelles, c'est clair. Donc en 2017, j'ai commencé à faire des guides des vins où pour participer, c'était indispensable de communiquer ces informations nutritionnelles. Donc les viticulteurs qui voulaient être dans le guide et qui voulaient avoir un commentaire de dégustation étaient obligés de me mettre à disposition leurs données nutritionnelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je publie encore des guides tous les ans, notamment des guides des vins bio, parce que j'ai une plutôt appétence sur le bio. Et je vais répondre très vite. Non, franchement, les guides, ça se vend plus, tout le monde s'en fout. À la limite, ça se vend aux viticulteurs pour flatter son ego. Et après, personne ne les achète. Je suis bien placé pour vous le dire, parce que j'en édite, donc... il vaut mieux avoir un bon copain TikToker qu'être dans un commentaire d'un guide, c'est clair. C'était le sens de ma question, de ma réponse précédente. Après, je vais faire encore plus vite. Pour votre deuxième question, l'intelligence artificielle, en tout cas de la donnée, c'est clair. Moi, par exemple, ça me paraissait très naturel. Toute la donnée nutritionnelle, on travaille avec 2500 producteurs dans le monde entier aujourd'hui pour afficher les données nutritionnelles, les accompagner dans l'affichage. Et moi, je reverse toutes ces informations sur une base de données qui s'appelle Open Food Fact. Open Food Fact, c'est de la structuration de données de tout produit. Et pour moi, c'est essentiel parce qu'on a difficilement compris qu'il fallait avoir la donnée. Donc la même donnée, maintenant, c'est obligatoire, ok, que ce soit du vin ou un paquet de chips, on l'a, ok. Mais le deuxième challenge, c'est que cette donnée, elle circule. C'est qu'elle circule partout. Parce que demain, on pourrait peut-être imaginer, avoir accès à la donnée n'importe où, sur son téléphone, sur son ordinateur. Je ne sais pas ce qu'on inventera demain, ces lunettes connectées. On se baladera dans les rayons de supermarché, on verra les calories je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le deuxième challenge, c'est la circulation de la donnée. Et dans cette optique-là, évidemment, l'intelligence artificielle, ou en tout cas nourrir cette intelligence, nourrir ces bases de données, c'est un des rôles que j'ai donné à Dans ma bouteille. Juste pour compléter, sur la petite partie guide, alors effectivement, je te rejoins sur les guides. En revanche, les Suckling, James Suckling, etc., sont devenus des influenceurs.
Ils ont des comptes TikTok, etc. Ils ont beaucoup de followers, il y a beaucoup de vues, ça génère du trafic globalement sur les sites internet. Ça peut générer de la mise en avant du domaine. Après, je vais distinguer deux choses. Il y a la France et il y a le monde anglo-saxon. J'ai pas assez de data sur l'Asie exacte parce qu'on perd le fil après avec les revendeurs. Mais sur la France, l'impact des influenceurs sur le vin, il est assez minime. Alors que sur le monde anglo-saxon, ça peut réellement créer une demande et créer une aspiration sur de l'import. Amérique du Nord, ça marche, mais le problème du Canada, c'est la SAQ, etc. Donc on a un filtre. Mais sur les États-Unis, en fait, ça a un impact et ça peut créer de la demande. Ça peut créer de la demande pour de l'import, mais ça va aussi créer du trafic avec des gens qui vont venir sur le domaine pour acheter. Donc, c'est là où je distinguerai les deux choses. Effectivement, en France, il y a quand même un impact qui est assez négligeable des influenceurs, en tout cas sur le monde du vin, sur l'acte d'achat directement. Merci à tous. On va devoir malheureusement s'arrêter là. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, allez-y. Alors, je sais qu'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas à rencontrer directement les intervenants pour répondre à vos questionnements complémentaires. Merci à tous. Au revoir. Merci Charles.